Voilà, merci de rester fidèle au programme de Financial Afrique. Nous allons à présent atterrir au Niger, le Niger qui fait partie du débat de ce 3 août. Je suis en compagnie du directeur de publication de Financial Afrique, M. Adam Awad. Bonjour. Bonjour Dominique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est toujours un plaisir de débattre de l'Afrique. Les plaisirs partagés. Merci. Et juste à ma gauche, Maïmouna Fofana, chroniqueuse au sein de FA Matin. Bonjour. Dominique et bonjour également à M. Watt. Je suis très ravie de partager le plateau également avec vous. Ben, le plaisir est partagé, comme j'ai dit à M. Watt. Et nous aurons également un troisième intervenant. Il s'agit de Lady Messon, le rédacteur en chef de Financial Afrique, qui nous reçoit depuis Lomé. Bonjour Lady. Bonjour Dominique et bon plateau. Bonjour à tous nos spectateurs. C'est un plaisir de vous avoir dans la matinale d'aujourd'hui. Je partage bien. Alors, quel temps il fait actuellement du côté de Lomé? À Lomé, il fait bon aujourd'hui à Lomé. Nous sommes à 28 et 29 degrés. Pas très ensoleillé comme Dakar? Oui, voilà, pas très ensoleillé. C'est plutôt doux. Alors, donc, nous allons à présent atterrir au Niger. Au lendemain du coup d'État perpétré au Niger le 26 juillet dernier, la CEDEAO a décrété un embargo financier immédiat et total, notamment 9 mesures allant du gel des avoirs du Niger à la BCEAO, aux suspensions des opérations de la BOAD et de la BIDC. Parmi les mesures, on note le gel des avoirs du Niger ainsi que les entreprises publiques et parapubliques logées dans les banques centrales. L'intégralité de cet article sur financialafrique.com. Et donc, on parle également du Nigeria qui a coupé son approvisionnement en électricité. Rappelons que le Nigeria fournit 70% de l'électricité au Niger. Aux dernières nouvelles, hier, dans son discours adressé à la nation, la veille du 63e anniversaire de la fête nationale, le général Tiani a donc qualifié les sanctions de la CEDEAO de cyniques, iniques. Donc le CNSP rejette en bloc et refuse de céder à toute menace. Donc le décor ainsi campé. Donc je vais me retourner du côté de M. Wade. Donc la CEDEAO qui est présidée par Bola Tinubu, par ailleurs président du Nigeria, a fixé un ultimatum à Tiani, le chef de la junte autoproclamé chef de l'État, qui a mené le coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, comme nous l'avons rappelé. Soit l'ordre constitutionnel est rétabli au Niger d'ici le 6 août, soit la CEDEAO envisagera à toutes les options, y compris militaires. C'est un peu dur. Effectivement, il y a des sanctions très fortes, très déterminées, qui expriment aussi la détermination de la CEDEAO à conserver ses acquis. Parce que la CEDEAO est créée en mai 1975 et dans les années 90, nous avons vu la mise en place de l'ECOMOG, c'est la force d'interposition qui a été utile pour ramener la paix au Libéria, même si c'est avec quelques bavures, qui a été utile pour ramener la paix en Sierra Leone, quoi qu'on en dise, qui est intervenu en Côte d'Ivoire dans les années 2010 au début, avant d'être remplacé par les forces de l'ONU. Donc il y a un vécu. Et à la fin, justement, je pense que c'était en 1999, la CEDEAO avait voulu institutionnaliser cette force qui était composée principalement des effectifs venant du Nigeria. Le Nigeria qui fait, soit dit en passant, 70% de la population de la CEDEAO et 70% de son PIB. Donc c'est la grande puissance de la CEDEAO. Donc à la fin des années 90, il y a eu un protocole pour la gestion et le maintien de la paix. Ce protocole qui avait été adopté s'est enrichi une année plus tard ou 2 ans plus tard, je pense que c'était à Dakar en 2001, par un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et ce protocole qui avait été paraphé par le président Wade, par
tous les grands démocrates de l'époque, et non par la France, ça je le dis à l'intention de la jeune génération. C'est un protocole qui en fait consacrait les avancées majeures de la CEDEAO en matière de démocratie. Et que disait ce protocole? Dans son article premier, interdiction de toute prise de pouvoir par la force. Donc, nous assistons aujourd'hui au Niger justement à la violation de ce protocole. Donc, pour rétablir l'ordre normal des choses, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, le pouvoir démocratique, et le peuple nigérien s'était exprimé massivement pour un président aujourd'hui maintenu prisonnier. Donc, pour ramener cet ordre normal des choses, la CEDEAO a mis en place un ensemble de sanctions qui vont aller crescendo. On n'est pas va-t-en-guerre, on n'est pas tout de suite à la déclaration de guerre, mais il y a un principe qui a été mis en place, et l'idée générale, c'est que les sanctions dissuadent les militaires à conserver ce pouvoir. Donc voilà, on est dans cette configuration assez compliquée, je dirais, pour la région, puisque outre le Niger, vous le savez, il y a le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, 3 autres pays, tous aussi membres de la CEDEAO, qui ont, sur les 24 derniers mois, connu des coups d'État et qui sont dirigés par des juntes. Oui, vous l'avez dit tout tantôt, l'interdiction de violation, interdiction de toute prise de pouvoir. De toute prise de pouvoir par la force. Et donc à ce sujet, Maïmouna, il y a une réaction de votre part. Effectivement, comme l'a si bien introduit M. Ouad, on assiste de plus en plus à des coups d'État en Afrique. Nous avons suivi la succession des coups d'État, notamment au Mali, en Guinée, puis au Burkina Faso. Des mesures également ont été prises par la CEDEAO, mais aller jusqu'à annoncer également une intervention militaire, mais est-ce que c'est pas trop mettre le pays dans le chaos aussi? Alors, si vous permettez, Dominique, en réalité, ce n'est pas une chose nouvelle. Il y a je pense qu'il y a 5 ans, je pense quand Yahya Jammeh a perdu les élections et que les Gambiens ont décidé démocratiquement de le renvoyer, il a été tenté de confisquer le pouvoir. Ni était justement la mise en branle de ce principe d'intervention, de ce principe d'intervention armée pour sauver, encore une fois, la volonté populaire. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre, il s'agit de dire qu'il y a un principe qui a été signé et ratifié par l'ensemble des pays membres et on l'applique parce que la CEDEAO, c'est l'union la plus parfaite aujourd'hui en Afrique, c'est l'union la plus intégrée. Avec une carte d'identité, vous circulez. Donc, comme on est membre d'un club, il y a quand même des règles. Et parmi ces règles, c'est de dire, voilà, nous nous sommes battus pour instaurer la démocratie. Rappelez-vous, au début des années 80, 90, il n'y avait pas encore vraiment, la démocratie n'était pas très répandue en Afrique de l'Ouest. Donc, il a fallu tout un processus. Et ces processus ont été mûris et consacrés par des protocoles qui ont été signés et ratifiés par tous ces pays. Donc, comment dirais-je, ce n'est pas même une menace, c'est-à-dire l'ultimatum adressé aux autorités du Niger ne met pas le pays au chaos. Au contraire, c'est juste une manière de dire, voilà, le peuple est souverain. Le peuple nigérien a élu Bazoum, il n'a pas élu Tchani. Tchani était en garde à la présidence, le chef de la garde. Il a fait 10 ans, il a même fait plus de 2 mandats si on aurait dit le comptabiliser ainsi. Il a connu le président Issoufou, il a connu le président Bazoum, et il a fallu qu'on annonce qu'il va être changé ou éloigné pour qu'il dise non, je prends le pays. Je pense que ce n'est pas mettre le pays dans le chaos, c'est préserver justement toute la CEDEAO, toutes les expériences démocratiques, en disant aux militaires que votre place, c'est pas à la présidence, c'est à la caserne. Votre place, c'est pas à la présidence, c'est à la caserne, mais nous allons prendre Lady. Lady, vous êtes toujours avec nous?
Je vous suis avec vous. Rebonjour. Tout à fait. Alors, Lady, on parle de l'application d'un principe ratifié. Il y a eu une intervention militaire en Gambie, mais on a assisté ces dernières années à... Il y a eu menace d'intervention en Gambie. Et la menace a été utile puisque cela a poussé le président Yahya Jammeh à finalement accepter le verdict des urnes. Oui, mais lorsqu'il y a eu coup d'État au Mali, au Burkina, en Guinée, il n'y a pas eu menace d'une intervention militaire. Qu'est-ce qui explique maintenant le fait qu'il y ait une menace militaire sur le Niger? Lady. Ok, merci. Je pense que je suis avec grande attention le développement et la part de Chouad. Et je pense qu'il a raison avec cette nouvelle posture à du président nigérien. Vous savez, déjà dès sa prise de position en juillet dernier à Bissau, semblait avertir les politiques pour ce qu'on peut appeler les tentatives de coup. Ceci en droite ligne avec le protocole additionnel sur la bonne gouvernance dont faisait mention de M. Ouad. Et moi, je pense que cette détermination, elle est justifiée. Le discours qu'il a prononcé, donc, comme il avait dit, il voulait mettre au coup d'État dans la région, parce que ça s'accentue. Aujourd'hui, nous sommes au 4e pays en moins de 2 ans. Depuis du moins en moins de 3 ans, voilà. Parce que c'est en 2020 que l'IB a été sauté. Pour ce cas précis, il faut comprendre dans la détermination du Nigeria deux choses. D'abord que le Nigeria aujourd'hui la CEDEAO et qu'il soit en même temps un pays frontalier au Niger. Et vous pensez que l'instabilité au Niger touche directement le Nigeria. En plus de cela, le Nigeria est le premier pays, c'est la première puissance économique de la région, a tout aujourd'hui les leviers possibles à le faire pour faire rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Et comme on le voit, et quand le président veut tous les moyens pour rétablir cet ordre constitutionnel, nous sommes en traitement à appliquer les sanctions de la CEDEAO. Voilà, donc comme il y a eu l'intervention des chefs d'État qui ont voulu donner un temps aux négociations, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas d'emblée brandi la menace militaire. Mais est-ce que cette clémence-là n'a pas contribué à dégrader un peu la démocratie au sein de l'Union? Est-ce que ça n'a pas donné un peu plus de pouvoir aux poutistes de se dire qu'on peut le faire et il n'y aura rien en fin de compte? Alors, je pense que non, la conférence des chefs d'État a appliqué les principes. Maintenant, c'est du cas par cas. Autant le Mali, du premier coup d'État, bénéficiait des faveurs parce que le pays était devenu ingouvernable. Autant 9 mois plus tard, quand Assimi Goïta est revenu, mais cette fois-ci pour diriger directement, les réactions n'ont pas été les mêmes. Mais dans ce cas, comme dans celui du Burkina Faso, qui a aussi fait un coup d'État pratiquement 9 mois après, un premier coup d'État, aussi bien dans ce cas qu'en Guinée-Conakry, un accord a été arraché. Et les militaires ont été contraints d'aller vers une transition. Donc tous ces pays se sont engagés pour un retour à la transition civile. Mais là, ce qui se passe au Niger, c'est différent. Parce que nous avons un chef de la garde présidentielle qui a été limogé ou éloigné, je ne sais pas, et qui, du coup, veut conserver le pouvoir et qui maintient le président en otage. Donc, comme certainement les chefs d'État, ils ont vu ça, il s'agit du 4e cas, ils ont tiré les leçons des cas précédents où on a usé d'une certaine bienveillance, on a voulu donner du temps aux négociations. Les chefs d'État ont dit non, cette fois-ci c'est trop. Nous allons dire niet. Et là, l'ultimatum donné, moi je pense que ça va dans le sens aussi de la responsabilité. Parce que la démocratie, la démocratie, c'est un processus qui doit être protégé par l'application des principes et des règlements prévus. Une responsabilité pas trop tardive au point d'avoir laissé le syndrome poutisme se répandre. Non, le syndrome, c'est pas au chef d'État quand même qu'on accuserait d'avoir laissé ce syndrome se répandre. Les chefs d'État ont à chaque fois usé des négociations qui sont prévues. C'est comme dans le cas du Niger, aujourd'hui, on leur donne quand même une petite fenêtre
où ils peuvent prendre la décision la plus sage, c'est-à-dire rétablir le pays dans l'ordre normal des choses, dans la démocratie. Si le président Bazoum est, comme disent certains, fautif, mais il faut le sanctionner lors de la prochaine élection. C'est comme ça que la démocratie marche. S'il s'agissait de prendre le pouvoir à chaque fois qu'un chef d'État est fautif, on assisterait à des coups d'État un peu partout. Donc là, c'est le coup de trop. C'est le 4e putsch en l'espace de 3 ans. Et les chefs d'État montent leur camp. Ce n'est pas trop tard pour bien faire. Alors Lady, vous êtes toujours avec nous en direct de Lomé. Dans son discours adressé à la nation le 2 août, comme je le disais en introduction, donc hier, Tiani a qualifié les sanctions de la CEDEAO de cyniques, d'iniques et a rejeté en bloc et refusé de céder à toute menace. Quelle analyse faire de cette position de la junte à 72 heures de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO? Ok, je pense que le général Tiani ne veut visiblement pas adopter le cours qu'il a entamé. Aujourd'hui, on le sait tous, le coup n'est pas aussi sommet que ça. On n'a pas assisté à la démission du président, on n'a pas assisté à la démission du gouvernement, mais on remarque que les soutiens de notre région sont en train de conforter le régime qu'il est en train de mettre en place. Et le contexte prête avec le cas du Mali-Burkina que vous avez évoqué à l'instant, 2 autres pays du Sahel dirigés par des militaires. Ces militaires sont bien assis, leur régime, je veux dire, et ont déclaré leur soutien aux voisins nigériens. Non seulement cela, il y a aujourd'hui la jeunesse que l'on arrête avec nous, dit patriotique, qui aime sur les réseaux sociaux, en mettant en avant la présence française, qui, selon certaines personnes, ne fait pas les affaires de notre développement financier, qui est aussi approuvé. Maintenant, j'aime il ne faut pas l'occuper. Il y a un soutien de la Russie qui ne n'est pas officialisé. Donc, tout ça a le don de bomber la torse à cette militaire. L'expérience a montré que les sanctions, comme la sécurité à l'instant, ne font que forcer les choses et risquent de radicaliser le général Tiani et ses acolytes. Merci. Alors, M. Watt, j'en viens à vous. Est-ce que les propos du général Tiani, ce n'est pas une manière de jeter l'huile sur le feu? Moi, je dirais que c'est un général qui fanfaronne parce qu'il n'a pas ni les moyens militaires ni les moyens stratégiques de faire face à cette pression maximale de la CEDEAO. Et il n'a encore moins la popularité, même s'il a organisé des groupes qu'il a envoyés un peu partout. En ce temps de populisme, ça marche, c'est aller s'attaquer aux ambassades de France. On l'a vu, c'est un film, c'est un vieux disque rayé qu'on voit un peu partout. Donc je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire, et le sens de l'histoire veut que les peuples vont en se démocratisant, pas en revenant en arrière. Donc le temps des coups d'État est révolu et il faut que ça soit révolu. Mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Le problème des Africains, c'est que nous pensons que la démocratie s'auto-entretient. La démocratie, c'est un engagement citoyen avant d'être un engagement des chefs d'État. Il faut que les Ouest africains, les citoyens des pays membres de la CEDEAO le sachent. Chacun d'entre eux est un soldat de la démocratie. S'il ne peut pas agir pour préserver les acquis démocratiques, un jour il se retrouvera à la merci de ces militaires. Parce que la démocratie, c'est quoi? Il y a la séparation des pouvoirs, des 3 pouvoirs, mais derrière, il y a la sanction du citoyen. Le citoyen, il est appelé à des échéances régulées, fixées, pour se prononcer, pour sanctionner, pour reconduire le bail des élus ou non. Donc là, quand on assiste à l'interruption des militaires dans le jeu, l'interruption de la démocratie par des soldats, c'est la négation même de la démocratie. Donc je suis très étonné de voir certains intellectuels africains dire oui au putsch.
Mais c'est vraiment le comble, à mon avis, du nihilisme et de la négation même de la liberté, puisque le putsch, c'est quoi? C'est geler d'abord tous les pouvoirs, comme ils l'ont fait au Niger, renvoyer les parlementaires, renvoyer le président démocratiquement élu et instaurer un conseil militaire qui n'a aucune légitimité. Procéder à l'arrestation de certains ministres déjà. Arrêter les ministres et en même temps confisquer les libertés. Parce que si autant dans le pouvoir démocratique, vous pouviez émettre des critiques comme nous sommes en train de le faire en ce moment, quand la loi martiale est appliquée, il n'y a plus de critiques qui tiennent. Donc, il faut que les Africains le sachent. Notre démocratie, on ne va pas la marchander aux États-Unis ou à Paris. Notre démocratie, c'est nous qui devons la défendre. C'est nous, journalistes, c'est nous, citoyens ordinaires, qui devons conserver jalousement ces acquis. Aussi, comment dirais-je, aussi minces soient-ils, ils sont quand même importants. C'est important de se réveiller dans une démocratie, d'émettre une opinion, de voter, d'aller et venir, même si effectivement la situation globale est loin d'être en accord avec les attentes légitimes de tout citoyen. Vous venez de le dire, que le Niger n'a pas les moyens militaires, mais la Russie a mis en garde contre une éventuelle intervention militaire du Niger, parce qu'on a vu également les Nigériens brandir le drapeau russe. Est-ce que la Russie, c'est une manière pour la Russie de déclarer carrément son soutien au Niger? Voilà, en réalité, moi je ne dirais pas la Russie, je dirais les forces Wagner. Parce que l'État de la Russie est en ce moment englué dans un conflit qu'il peine à gagner en Ukraine. Et donc c'est une opération spéciale, comme le dit le jargon russe, mais qui maintient toute la grande Russie, toute cette armée avec ses ogives nucléaires, qui la maintient un peu prisonnière. Par contre, ce que nous voyons malheureusement en Afrique, c'est des paramilitaires, c'est des mercenaires, sous un label, Wagner, qui interviennent en Centrafrique à travers deux labels. Il y a d'abord une société d'extraction et de trading des pierres précieuses, donc qui cherche l'or, qui cherche les diamants, et deux, une société de sécurité qui promet au président, en l'occurrence en Centrafrique, c'est le président Arkan Touadéra, qui vient d'ailleurs comme par hasard de tripatouiller sa constitution pour se représenter pour un énième mandat, rien de nouveau sous le ciel d'Afrique, hélas. Donc nous avons Wagner donc, qui garantit à ce président sa sécurité, qui lui envoie des mercenaires pour s'y plier à l'armée, donc qui sous-traite la fonction régalienne et qui relève de la souveraineté et de la gestion du territoire. En échange, Wagner se fait payer sur la bête, puisque Wagner prend des pierres précieuses et les écoule. C'est le même principe qui a été appliqué au Mali. D'ailleurs, le Mali sous-traite donc sa sécurité à Wagner. Et là encore, on s'étonne des paradoxes de ces militaires qui sont bien formés, qui sont en treillis, mais qui au lieu d'aller au front, sous-traitent comme l'auraient fait des civils, sous-traitent leur propre sécurité. Et moi, j'ai envie de dire au président Assimi Goïta, comme au président Ibé du Burkina Faso, mais enlevez vos treillis, puisque vous n'allez pas en guerre. Pourquoi vous mettez des treillis dans des salons climatisés? Vous n'avez pas besoin de treillis, porter des costumes. À quoi a servi au président Ibé, qui était en Russie, cette tenue de combat, alors qu'il ne part pas au front? Il est au palais Koïsam à Ouagadougou. Mais Assimi Goïta, il était en boubou. Alors, Assimi Goïta, pour la première fois, on l'a vu même en costume, sacrilège, tenue des impérialistes. Donc, mais ce que j'ai à dire sérieusement à ces chefs d'État, c'est qu'il est temps de retourner dans les casernes, il est temps de remettre le pouvoir aux civils, il est temps que la démocratie, en fait, serve
et soit la seule règle dans le Sahel, parce que les pouvoirs militaires, on les a essayés dans les années 60, ça n'a jamais marché, et l'arbitraire en tout cas ne marche jamais. Ça, c'est dans le monde entier, tous les pays se dirigent vers des régimes démocratiques, même la Russie, sous des formes peut-être cachées ou détournées. Même la Russie a fait du Medvedev et du Poutine, donc on est quand même, on essaie de sauver les apparences. Mais là, voir un homme entreilli, un jeune homme de 35 ans, et qui débute des généralités par rapport à l'économie africaine, par rapport aux enjeux stratégiques de l'Afrique, comme le fait le président Ibé, qui est revenu de Moscou avec 50 000 tonnes de blé de promesses de dons, alors qu'il y était parti pour dénoncer la mendicité africaine. Ça fait mal au cœur. J'ai l'impression qu'on revient à 20 ans en arrière. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez cité le Mali et le Burkina, qui a d'ailleurs déclaré son soutien au Niger et a mis en garde contre toute attaque militaire. Il y a ça c'est un point. Il y a aussi la junte qui a accusé la France, qui cherche à intervenir militairement dans son pays, des accusations que la France a rejetées. On a, comme vous venez de le dire, Wagner aussi, qui a manifesté son soutien en cas d'intervention militaire. Pourquoi autant d'intérêt pour le Niger? Pour le Niger. Alors, rien de nouveau sous la terre. Il y a un intérêt géopolitique. On a évoqué tantôt le conflit russo-ukrainien, qui est une ligne de rupture aujourd'hui entre l'ancien Ouest et l'ancien Est. On revient un peu dans des configurations de la guerre froide qui opposait les Occidentaux aux communistes. Donc, il y a cette dimension. La deuxième dimension, c'est les pays occidentaux ou les pays industrialisés, comme on les appellerait, face aux BRICS. Parce que la Russie essaie de créer, à travers ce conflit, une nouvelle alliance contre l'unilatéralisme américain. Donc, nous avons la Russie avec des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, les pays que j'appellerais les bannis. Les bannis qui sont en train de créer un front. C'est pas un peu fort, les bannis? Oui, ils sont bannis parce qu'ils sont sous sanction. L'Iran est sous sanction, même si c'est en train d'être allégé. La Corée du Nord est sous sanction absolue. Donc, c'est les grands bannis de l'ordre américain aujourd'hui. Donc, la Russie essaie d'organiser un front, mais en l'élargissant vers les BRICS. Le problème, c'est que les BRICS ne parlent pas le même langage. Le BRICS, c'est un terme qui avait été inventé par la banque américaine Goldman Sachs, mais c'était dans un contexte juste de qualification des pays émergents. Aujourd'hui, ça s'est institutionnalisé, ça devient une organisation qui a des aspirations à jouer dans le concert des nations, à jouer un rôle, mais les pays, les BRICS n'ont pas la même vision justement de ce conflit russo-ukrainien. Parce que quand même, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité territoriale d'un pays. Donc nous, en tant qu'ancien pays colonisé, je pense qu'il serait très difficile pour un pays africain de soutenir quand même un pays qui envahit un autre. Donc je pense que par principe de cohérence, on ne pourrait pas, en tant qu'ancien colonisé, d'encourager la Russie à envahir l'Ukraine. Alors, Lady, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Financial Afrique, que vous nous recevez depuis Lomé. Quelles sont, selon vous, les raisons de cet intérêt concernant le Mali et le Burkina à accorder leur soutien au Niger? Ok, merci. La principale raison aujourd'hui, c'est le de puissance que l'on remarque aujourd'hui dans le Sahel de la part de la Russie. Et d'autre part, la position devenue presque fuyante, pour ne pas dire chassée. Quand on voit aujourd'hui la manière dont les forces françaises mais la manière dont elles ont quitté le Burkina Faso. Sous bien sûr la pression de la Russie, qui est devenue en temps, pour ne pas dire Wagner, qui est devenue en temps allié de taille de ces pays-là. Donc, au-delà de ces faits que l'on constate, c'est l'aide économique de ces deux puissances qui sont en jeu. Et le Sahel ne profite aujourd'hui à personne. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que le Niger a une position stratégique étant constituant un point entre le nord et l'ouest du
le Niger partage des frontières communes avec le Bénin, avec le Nigeria. Et la situation politique aujourd'hui a de quoi alarmer les uns et les autres. Pas que la Russie, pas que, mais aussi les pays même de la sous-région, qui sont les pays du G7 Sahel ou encore les pays de la côte. Merci Lydie pour cette réponse. Nous allons aborder le dernier volet de ce débat. Donc, est-ce que la CEDEAO peut lancer une intervention militaire? Quelles en seraient les conséquences? Bon, dans les enjeux, tout à l'heure on a parlé de la Russie. Heures, de l'expiration de l'ultimatum. Voilà, on a parlé de la Russie, mais il y a aussi, à côté de la Russie, il y a d'autres pays, la France et les États-Unis, qui sont aussi très présents dans cette région, au nom de la, pour des intérêts stratégiques qui vont de la lutte contre le terrorisme à des enjeux géostratégiques, économiques. Pour les Américains qui ont 1500 soldats stationnés là-bas, c'est l'enjeu, c'est un petit peu la lutte contre le terrorisme. Pour les Français, c'est la lutte contre le terrorisme, mais aussi un intérêt économique évident avec l'uranium. Même si aujourd'hui, officiellement, Paris dit que l'uranium nigérien ne représente que 10% de ses approvisionnements en Yellow Cake, ça reste quand même un minerai stratégique. Donc, deuxièmement, il y a des alliés pour ces pays, ce que j'appellerais les démocraties africaines qui sont aux portes du Niger. Donc, et qu'il ne faut pas laisser un petit peu aller dans les bras tomber dans les bras de la Russie. Il y a un autre intérêt, c'est pour le Nigeria, qui jouxte donc le Niger. Le président du Nigeria vient à peine d'être élu, donc et il vient d'être élu à la faveur d'une alternance démocratique. Donc je pense que pour le Nigeria, qui est devenu une grande démocratie, qui vit des alternances régulières et sans embâge, il s'agit aussi de pousser les pays africains à aller dans le même sens. Donc est-ce que la CEDEAO va intervenir? Je pense que la CEDEAO a misé sur le fait que la force des sanctions entraînerait les militaires à réfléchir avant terme et à prendre la bonne décision. Je pense que c'était l'objectif. Et là, même si les militaires jusqu'à présent fanfaronnent et tiennent, on sent quand même que leurs bases sont ébranlées, sont sérieusement ébranlées, parce que la Russie, comme je l'ai dit, ne peut pas voler au secours de n'importe quel pays aujourd'hui. Elle n'a pas les moyens de voler au secours. Elle peut livrer quelques armes, comme elle le fait d'ailleurs pour le Mali, quelques hélicoptères, d'ailleurs qui sont achetés par Wagner. Mais elle ne peut pas faire autre chose. La Russie ne peut pas faire autre chose. Alors, Lydie, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO sont en conclave depuis hier au Nigeria. Et donc, une rencontre qui se poursuit jusqu'à demain. Est-ce que, selon vous, la CEDEAO peut lancer une intervention militaire au Niger? Alors, bien malin qui pourrait répondre à cette question avec une grande fermeté. Personnellement, je dirais oui et je dirais non. Voilà, oui, si les négociations n'aboutissent pas. On apprend depuis hier qu'une délégation de la CEDEAO entame des négociations avec les poutistes, avec la Syrien Aboubakar et même le sultan de Sokoto, un leader traditionnel religieux de premier plan au Nigeria. Une option que personnellement je ne vois pas. Voilà. Maintenant, non, si les États de la sous-région ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, si on sent une arme du Nigeria à combattre, peut-être aussi de la Côte d'Ivoire, pays unanimement la question de savoir si tous les autres États de la sont pour cette intervention. C'est la CEDEAO dispose d'une conférence des chefs d'État qui sont venus, je pense, le dimanche ou le lundi. En tout cas, après ce conclave des d'État majeurs, et je ne pense qu'elle je ne pense pas qu'elle activerait cette option si elle n'est pas validée à l'unanimité. Dans tous les cas, ce coup d'État pour la CEDEAO et le président nigérian un véritable test pour la sous-région et constituera à coup sûr un cas d'école pour l'avenir.
Merci beaucoup, Lydie, pour cet élément de réponse. Merci d'avoir été des nôtres. Nous allons mettre fin à ce débat, mais avec une dernière question avec M. Ouad. Alors, les différents chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO en conclave au Nigeria, est-ce que ça sent l'intervention militaire quand on entend également le discours du chef de la junte qui n'a pas l'intention d'abdiquer? Est-ce qu'on tend vers une intervention militaire? Alors, sur le principe, nous ne le souhaitons pas. Nous pensons qu'il faut préserver la paix, même si là, il s'agirait d'une intervention militaire pour sauver la paix, donc pour sauver la démocratie. Il n'y a pas de paix sans démocratie, il n'y a pas de paix durable. Et là, nous assistons à une confiscation par quelques militaires de la volonté populaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire non, on laisse faire. Si on laisse faire, ça, on encouragerait toutes les casernes africaines, tous les militaires, tous les jeunes officiers, on leur dirait, mais écoutez, vous n'avez qu'à prendre, vous résistez une semaine, et puis c'est bon, les sanctions iront loin, ils n'oseront pas vous attaquer. Donc, je pense que là, par pédagogie, par intérêt stratégique, il faudrait tenir, il faudrait que la CEDEAO tienne et maintienne les pressions, mais je pense que les pressions financières et économiques sont largement suffisantes pour faire tomber n'importe quel régime de ce monde. On l'a vu un peu partout. Les sanctions économiques, à la longue, finissent par vraiment imposer un pays la marche vers l'ordre normal des choses, même si en Irak, oui. Sur Financial Afrique, on lit l'article qui nous dit que la Banque mondiale a annoncé mercredi 2 août la suspension de tout décaissement de fonds pour toutes les opérations au Niger. Est-ce que cela ne risque pas également d'alourdir vraiment les conséquences, surtout du point de vue économique dans le pays? Mais écoutez, nous sommes dans un embargo. Vous vous rappelez de l'Irak au début des années 90, c'était le même principe. On fait un embargo. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture de l'ordre normal des choses. Et dans le cas du Niger, c'est un président qui a été élu par tous les Nigériens et qu'on vient du jour au lendemain, sans consulter ce peuple, d'ailleurs dont il se réclame, de prendre et de jeter en prison. Est-ce que si on l'accepte, nous autres pays de la CEDEAO, si on accepte cet état de fait, ça ne va pas se reproduire partout. Mais il faut que le droit triomphe. Il faut que force reste à la loi. Je pense que c'est une phrase que vous entendez souvent au Sénégal. Il faut que force reste à la loi. Il faut que la volonté populaire triomphe de l'arbitraire qui est imposé à cette volonté populaire. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, mais là, dans ce cas de figure, on espère, on prie que les sanctions soient suffisamment fortes pour qu'on n'aille pas jusqu'à se tirer dessus. Merci beaucoup, M. Ouad. Merci à Maïmouna. Merci également à Lydie, le rédacteur en chef du magazine Financial Afrique. Ce qu'on retient, c'est que, espérons que les sanctions vont dissuader la junte et qu'ils vont abdiquer et puis entendre raison. Mais tout compte fait, l'actualité continue sur financialafrique.com et donc pour vous informer sur la suite des événements à 72 heures de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Nous vous tiendrons au parfum de la suite des événements. Voilà, sur ce, merci d'avoir été des nôtres dans la matinale de ce 3 août. Merci également de votre fidélité au programme de Financial Afrique. Excellente fin de matinée à toutes et à tous.